Alors maintenant, nous allons voir l'élaboration des budgets. Comme nous l'avons déjà signalé, la gestion budgétaire consiste à réaliser deux étapes. L'étape d'élaboration des budgets, celle qu'on va voir tout de suite, et le contrôle budgétaire. Alors concernant l'élaboration du budget, il consiste tout simplement à déterminer les budgets ou bien les documents budgétaires. Ce sont tout simplement les budgets que vous voyez là. Donc quand on parle des budgets d'une façon générale, il faut tout simplement savoir qu'il s'agit d'un budget de production, d'un budget d'approvisionnement, d'un budget commercial, d'un budget des frais généraux, d'un budget d'investissement et d'un budget de trésorerie. Bien sûr, il y a certaines particularités qu'il faut mettre en évidence parce que certaines entreprises ont uniquement une activité purement commerciale et donc ils ne possèdent pas un budget de production. Mais nous, on va prendre, si vous voulez, le cas le plus complexe, le cas le plus plutôt complet. Alors maintenant, je vais vous poser une question par rapport à ces budgets. Alors, à votre avis, pour élaborer ces budgets, est-ce qu'il y a un ordre à suivre? C'est-à-dire, il faut commencer par un budget ou un autre? Ou bien, vous pouvez commencer par n'importe quel budget, ce n'est pas important. Alors, je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Mettez la vidéo en pause et essayez de réfléchir. Alors, je vais vous donner la réponse. Oui, il existe un ordre à respecter. Alors, vous avez cette première réponse. Je vais vous poser une deuxième question. Sachant qu'il existe un ordre, quel est cet ordre? C'est-à-dire, essayez d'attribuer un classement à chacun de ces budgets en mentionnant quel est le budget, le premier budget à élaborer, le deuxième, le troisième, jusqu'à arriver au sixième. Alors là également, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et d'essayer de réfléchir à la question. Alors si vous l'avez bien deviné, le premier budget à élaborer, c'est le budget commercial. Alors pourquoi le budget commercial? Parce que tout simplement, on est dans un marché concurrentiel. Et donc, vous ne pouvez pas commencer par exemple à produire sans prendre en considération la question de vente. C'est-à-dire, la première question à poser, combien je peux vendre sur le marché? C'est à partir de cette question que vous pouvez par la suite déterminer la quantité à produire. Alors, c'est quoi le risque ici? Le risque tout simplement, c'est de produire une quantité qui ne sera pas absorbée par le marché. Et donc, le premier budget à élaborer, c'est le budget de vente ou bien le budget commercial d'une façon générale. Il faut d'abord déterminer quel est le montant ou bien quelle est, pardon, la quantité à vendre pour l'année prochaine avant d'avoir une idée, comme vous pouvez le deviner, sur la quantité à produire. Bien évidemment, si vous avez une politique de zéro stock, c'est-à-dire que l'entreprise ne fait pas de stock, automatiquement cette quantité que vous envisagez de vendre l'année prochaine sera égale à la quantité qu'il faudra produire. Et donc vous aurez ici une égalité. Alors le troisième budget à élaborer, si vous l'avez bien deviné, c'est le budget d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, il s'agit de l'achat des matières premières nécessaires pour réaliser la production. Et donc ces deux budgets sont également liés. Sachant que pour chaque produit, vous avez besoin de telle et de telle quantité de matières premières. Donc si vous connaissez la quantité à produire, vous pouvez facilement déduire la quantité à acheter en termes de matières premières. Alors en quatrième position, vous avez le budget des frais généraux. Ça concerne essentiellement les charges de personnel et les autres charges d'administration. Alors en cinquième position, vous avez le budget d'investissement. Je les mets ici en vert parce que c'est un budget particulier que je vais discuter tout à l'heure avec vous
Quand est-ce qu'on fait appel à ce budget? C'est un budget qui reste exceptionnel. Alors le dernier, bien évidemment, c'est le budget qui reste, c'est le budget de trésorerie. Et le budget de trésorerie, c'est un budget central qu'on va voir tout à l'heure. Alors je vais représenter l'ensemble de ces budgets dans un seul schéma qui montre également cet ordre et cette chronologie des budgets. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici en haut, vous avez le budget commercial. Bien sûr, ici, je vais ouvrir une petite parenthèse pour parler de ce budget commercial qui est constitué de deux éléments. Le budget des ventes, c'est-à-dire la quantité des produits ou bien des services à vendre, mais également d'un autre sous-budget qu'on appelle le budget des frais de distribution. Les deux, on les appelle budget commercial. Alors, le budget des ventes, c'est une prévision de recettes. Attention, ce sont les seuls éléments qui nous donnent des recettes parmi l'ensemble de ces budgets. Alors que le budget des frais de distribution, c'est un budget de dépenses. Voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, à travers cette flèche, vous avez en deuxième position le budget de production et qui vous permet par la suite de déterminer le budget des approvisionnements ou bien le budget également des stocks. Alors, le budget d'investissement, elle est là. Alors, pour le budget des investissements, c'est un budget, comme je vous ai dit tout à l'heure, exceptionnel. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de savoir si on a la capacité de production suffisante pour parler de ce budget d'investissement. Donc, quand on détermine la quantité à vendre ou bien pendant l'année prochaine, et quand on sait combien on va produire pour l'année prochaine, on se pose la question, est-ce qu'on a la capacité nécessaire pour produire cette quantité? Si oui, on continue. On continue vers les autres budgets sans problème. Mais si on n'a pas cette capacité, il faut acheter le matériel de production. Et donc, acheter le matériel de production veut dire tout simplement faire des investissements. Et donc, c'est un budget qui est exceptionnel et qui est lié à cette capacité de production. Alors, après le budget des approvisionnements, nous avons le budget des frais généraux. On l'appelle ici le budget des charges discrétionnaires. Je pense que ça vous rappelle quelque chose par rapport au centre de responsabilité, les derniers ou bien la dernière catégorie des centres de dépenses discrétionnaires. Alors, par rapport à ces centres, alors on a dit tout simplement que ce sont des centres de responsabilité qui sont représentés par les fonctions de support comme les moyens généraux, le service personnel et bien évidemment le contrôle de gestion. Mais généralement, les frais généraux sont représentés par les charges du personnel et les charges d'administration. Alors, le dernier budget, comme vous pouvez le voir ici, c'est le budget de trésorerie. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un budget central parce qu'il reçoit des flèches de partout. Donc, je vais vous expliquer pourquoi le budget de trésorerie est un budget central. Pour répondre à cette question, il faut savoir que tout simplement, le budget de trésorerie est constitué de deux éléments essentiels. Les encaissements, c'est-à-dire les entrées d'argent, et les décaissements, qui sont tout simplement les sorties d'argent. Alors, les entrées d'argent proviennent essentiellement des ventes. Donc, c'est pourquoi vous avez cette flèche-là. Et là, vous avez les ventes encaissées. Bien sûr, ce budget est représenté par mois, donc janvier, février, mars, etc. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez les ventes encaissées. Alors, pourquoi encaissées? Parce que, comme vous le savez, il y a des ventes à crédit. Mais le budget de trésorerie, comme son nom l'indique, s'intéresse uniquement à la trésorerie. Et donc, les ventes qui sont encaissées réellement et non pas aux ventes générales. Alors, dans la partie décaissement, vous avez les achats. Donc, les achats proviennent d'une façon générale des approvisionnements et également des achats concernant les frais de production. Donc, vous avez ici ces flèches-là. Également, il y a des achats relatifs au budget des frais de distribution. Donc là également. Et également, vous avez les investissements, parce que les investissements, ce sont des décaissements. C'est une sortie d'argent. Donc, vous allez acheter le matériel et donc, c'est un budget également
de décaissement. Alors, quelle est l'importance de ce budget de trésorerie? C'est de nous permettre de confronter les encaissements avec les décaissements. Donc, quand on va faire la différence, on va se retrouver soit avec un écart positif qui montre que les encaissements sont supérieurs au décaissement, et donc vous avez une situation de trésorerie nette qui est positive, qui est favorable, ou bien c'est l'inverse, et donc vous avez une trésorerie négative, et donc la situation est défavorable. Alors concernant la situation défavorable, il s'agit ici d'un problème, mais attention, c'est un problème futur, c'est un problème qu'on est en train d'imaginer et qui va, ou bien qui peut se passer dans le futur, c'est-à-dire pour l'année prochaine. Et donc là, on est en train d'imaginer qu'il peut y avoir un problème. Donc on peut tout simplement, par conséquent, envisager dès maintenant les solutions possibles. Donc on ne va pas laisser le problème arriver, mais on va essayer de, si vous voulez, de le contenir maintenant, actuellement, aujourd'hui. Et donc c'est ça en fait l'utilité de ce qu'on appelle la planification et de la gestion pour l'entreprise. Gérer, c'est planifier. Donc on essaie d'imaginer les problèmes, mais également les solutions. Alors, un autre point donc concernant la légende ici, comme vous pouvez le voir, les budgets qui sont en gras, on les appelle les budgets opérationnels ou bien également les budgets déterminants. Pourquoi on les appelle déterminants? Parce que ce sont ces budgets qui déterminent les autres budgets qu'on appelle les budgets résultants. Alors ici, il s'agit tout simplement concernant les budgets déterminants du budget commercial, du budget de production et du budget des achats approvisionnement. Ces budgets-là sont les budgets de base. Ce sont des budgets également appelés les budgets d'exploitation. D'accord? Alors, les autres budgets sont appelés les budgets résultants ou bien les autres budgets. Alors, le dernier point avec lequel on va terminer et qui existe sur ce schéma, c'est le résultat prévisionnel que vous voyez là. Alors, ça veut dire tout simplement qu'à partir de l'ensemble de ces budgets, on peut déterminer un résultat prévisionnel. Comme vous savez, le résultat prévisionnel existe dans un CPC. Et ce CPC va être également un CPC prévisionnel. Alors, dans un CPC, dans un compte de produits et charges, il y a deux catégories d'éléments. Il y a les produits qui proviennent généralement des ventes, mais il y a également les charges qui proviennent des autres éléments. Et donc, automatiquement, à partir de l'ensemble de ces prévisions, on peut construire un CPC prévisionnel. C'est-à-dire qu'on va imaginer un ensemble de produits, un ensemble de charges, et puis quand on va faire la différence, on va tout simplement avoir un résultat prévisionnel. Et par rapport à ce que j'ai déjà expliqué dans les éléments précédents, ce résultat va être proposé à l'arbitrage budgétaire pour que les actionnaires puissent le valider. Et bien sûr, également ici, vous avez le bilan prévisionnel. Bon, à partir de l'ensemble de ces éléments, vous pouvez également construire un bilan prévisionnel. Vous avez tous les éléments nécessaires. Vous avez le résultat qui apparaît également dans un bilan. Vous avez également les investissements qui se retrouvent dans la classe 2. Vous avez également les stocks, etc. Alors maintenant, nous allons voir le budget commercial. Nous venons de préciser que le budget commercial est le premier budget à élaborer dans le processus général de construction des budgets. Alors la primauté est donnée à ce budget parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, on part toujours d'une logique du marché. Alors le budget commercial d'une façon générale, et comme vous pouvez le voir ici, est représenté par trois éléments. Un élément de quantité, un élément de prix et une valeur. Bien sûr, par rapport à ce budget commercial, la quantité ici, c'est la quantité à vendre. C'est le programme de vente. Alors le prix ici, il s'agit tout simplement d'un prix unitaire. C'est un prix bien évidemment qui est prévisionnel. Alors pour le prix ici, il s'agit d'un prix prévisionnel. C'est un prix unitaire. Et puis, si vous faites le produit des deux, vous allez retrouver la valeur ou bien le chiffre d'affaires. Et il ne faut pas oublier également qu'il s'agit d'un chiffre d'affaires prévisionnel. Alors maintenant, on va analyser élément par élément, sachant que si on veut construire ce budget commercial,
il nous faut la quantité et le prix uniquement, parce que la valeur, c'est un résultat. Et donc, si vous avez la quantité à vendre pour l'année prochaine, si vous connaissez les prix avec lesquels vous allez vendre l'année prochaine, c'est bon pour la valeur ou bien pour le chiffre d'affaires prévisionnel dans la mesure où il s'agit tout simplement d'un résultat du produit des deux. Alors maintenant, par rapport à la quantité, il existe plusieurs méthodes pour faire les prévisions de quantité. Il y a les méthodes qualitatives et des méthodes qui sont dites quantitatives. Alors les méthodes qualitatives se basent essentiellement sur les techniques des études de marché et également le réseau de distribution. Bien sûr, il s'agit ici d'un domaine de marketing, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je vais vous parler essentiellement de cette question de réseau de distribution. Et je vais vous donner l'exemple de Centrale Laitière. Centrale Laitière, comme vous savez, c'est une entreprise qui fait la distribution des produits laitiers. Et donc, elle a un grand réseau de distribution qui peut atteindre les quartiers, des fois les plus éloignés. Alors, ces commerciaux qui sont toujours en confrontation avec la demande de la clientèle de chaque zone géographique possèdent une grande connaissance également de l'évolution de cette demande. Et donc, ils peuvent vous fournir une information qui est très précieuse, c'est-à-dire l'évolution de la demande dans les années à venir. Ces gens connaissent très très bien ces quartiers, à tel point qu'ils peuvent vous donner exactement la consommation moyenne, et par période, et même à l'intérieur de chaque mois. Et donc, l'entreprise va profiter de cette connaissance, et va la remonter quartier par quartier, zone par zone, ville par ville, pour construire tout simplement la quantité à vendre pour l'année prochaine. Donc c'est une technique qui se base tout simplement sur un aspect qualitatif. Alors les méthodes qui sont dites quantitatives se basent par contre sur des lois mathématiques et sur la statistique. Il y a plusieurs méthodes, comme la méthode des moyens mobiles, la méthode des moindres carrés, la méthode des coefficients saisonniers. Alors nous, on va se contenter de l'étude de la méthode des moindres carrés et la méthode des coefficients saisonniers parce que ces deux méthodes reflètent l'aspect de la saisonnalité qui caractérise généralement l'activité hôtelière. Et donc, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, chiffrés avec la méthode à suivre pour réaliser ces prévisions. Alors, si maintenant on a tranché par rapport à la méthode qu'on va utiliser pour estimer la quantité à vendre, il nous reste les prix. Alors, à votre avis, qui détermine les prix au sein d'une entreprise? C'est une question également. Essayez de mettre la vidéo en pause et de réfléchir qui détermine les prix au sein d'une entreprise. Alors, si vous avez bien la bonne réponse, c'est la direction générale. Alors, si vous avez pensé que c'est les commerciaux, vous avez tort et vous avez raison en même temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, les commerciaux ont une force de proposition. Ce sont des personnes experts en la matière et ils vous donnent des propositions de prix parce que tout simplement, ils connaissent parfaitement le marché. Mais c'est la direction générale finalement qui va prendre la décision, qui va trancher quel est le prix à prendre en considération. Et donc le prix est une question stratégique. Bien sûr, il existe plusieurs techniques pour faire la détermination, bien pour déterminer les prix. Il y a beaucoup de techniques de pricing. Je pense que vous avez déjà étudié quelques matières qui portent sur ça. Alors pour nous, on va considérer que le prix est une donnée. D'accord? Donc on ne va pas se mêler dans cette question de pricing parce que c'est une question qui relève des cours de marketing. Alors maintenant, si on élimine la question des prix, qui vous sera généralement communiquée sous forme de données, le seul élément qui reste à déterminer, c'est la quantité. Donc autrement dit, si je veux déterminer mon budget commercial, il suffit de déterminer cette quantité. Sachant que le prix, il vous sera communiqué, donc vous pouvez remplir la troisième colonne facilement. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai réduit, si vous voulez, cette problématique de construction d'un budget commercial à cet élément, tout simplement, de déterminer la quantité à vendre. Et bien sûr, comme je viens de vous dire, on va tout simplement se limiter à ces deux
méthodes, à savoir la méthode des moindres carrés et la méthode des coefficients saisonniers. Alors maintenant, nous allons voir la méthode d'ajustement linéaire, appelée également la méthode des moindres carrés. Alors le principe de cette méthode est très simple. À partir d'un nuage de points, on essaye de tracer une droite linéaire, c'est pourquoi d'ailleurs elle s'appelle l'ajustement linéaire. On essaie de tracer une droite de type y est égal à ax plus b. Bien sûr, les points que vous voyez là, c'est un ensemble de points qui reprennent tout simplement les éléments réalisés dans le passé. Alors essayons d'appliquer, si vous voulez, cet exemple sur ce que nous sommes en train d'étudier. Alors, notre objectif pour appliquer cette méthode, c'est de déterminer la quantité à vendre pour les périodes à venir. Donc ici, on a deux éléments à prendre en considération. Nous avons le temps et nous avons la quantité de vente. Par exemple, la quantité de chambres à vendre dans les années à venir. Alors, nous allons attribuer à l'axe des abscisses le x qui va représenter dans ce cas-là le temps qu'on peut exprimer par exemple comme étant les trimestres, les semestres, les années, etc. Donc, vous pouvez prendre l'unité qui vous convient, selon bien sûr les perspectives que vous voulez étudier. Donc vous pouvez prendre ici 1, et 1 signifie ici l'année, ça peut signifier le semestre, le trimestre, le mois, etc. Alors sur l'axe des ordonnées, nous allons avoir tout simplement ce que nous cherchons, à savoir la quantité de chambres à vendre. Et donc, en mettant en évidence cette équation, nous allons lier y, qui est tout simplement la quantité rechercher la quantité des chambres allouées dans le futur avec le temps, qui est tout simplement le paramètre ou bien la variable qui change. Alors, ce que vous voyez là, en termes de points, c'est l'ensemble des réalisations passées, c'est-à-dire l'ensemble des réalisations en termes de vente de chambres dans le passé. Alors, par exemple, ici le point 1, si vous prenez, par exemple, on va dire c'est le premier trimestre. Dans le premier trimestre, nous avons vendu à peu près 1500 chambres. D'accord? Vous prenez ce point, donc qui est ici, le 1, c'est-à-dire dans le premier, ou bien pendant le premier trimestre, nous avons vendu 1500 chambres. Le point ici correspondant. Alors, la même chose, par exemple, pendant le deuxième trimestre. C'est à peu près la même chose. Si nous prenons, par exemple, un autre point ici, qui est le milieu du troisième trimestre, nous avons réalisé un niveau de vente de chambres de 3500, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces points représentent tout simplement la période passée, ou bien tout simplement l'historique des ventes. Et à partir de l'historique, ou bien des données passées, on va tout simplement prévoir le futur. Alors cette partie-là, c'est-à-dire à partir du cinquième trimestre, nous avons la période prévisionnelle. Nous sommes ici donc, nous sommes au niveau du cinquième trimestre et on veut prévoir les autres trimestres. Alors, l'hypothèse ici sur laquelle on se base, c'est que tout simplement le futur est une image ou bien une continuité du passé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on imagine que le futur va tout simplement être une continuité de la tendance du passé. Alors, l'utilisation, une fois déterminée cette équation, est très simple. Alors, si on a l'ensemble de ces paramètres, c'est-à-dire le A et le B, comme l'exemple que je vais vous donner tout de suite, on peut utiliser cette équation pour faire des prévisions. Bien sûr, on a supposé que A est égal à 5 et B est égal à 1000.
Alors, nous sommes là, c'est-à-dire au niveau du 5e trimestre. Et par exemple, on veut faire les prévisions du 6e. Alors, comment on va faire? On va tout simplement remplacer le x ici par 6. Alors, si on va remplacer x par 6, vous allez avoir 5 fois 6, ça fait 30, plus 1000, ça fait 1030. Donc, on peut dire et on peut conclure que pendant le 6e trimestre, on prévoit de réaliser un niveau de vente de chambre de 1030. Voilà, si vous voulez, le principe et l'utilisation de la méthode d'ajustement linéaire, ou bien appelée également la méthode des moindres carrés. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la difficulté de la méthode consiste tout simplement à déterminer le A et à déterminer le B. Si vous avez A et B, vous pouvez tout simplement appliquer la formule de la manière que je viens d'expliquer ici. Alors, appliquons la méthode d'ajustement linéaire sur un exemple. Donc, on va prendre une série d'observations concernant un établissement hôtelier. Et ce que vous voyez ici, c'est le nombre des ventes pour les 4 dernières années. Donc, on va avoir une série liée au passé. C'est des observations qui sont passées et sur lesquelles on va essayer d'imaginer et de construire le futur. Donc, on a pris ici 4 ans et qui sont répartis en trimestres. C'est-à-dire, vous avez par exemple pour la première année, le premier trimestre, le nombre de chambres vendues pendant le premier trimestre, le deuxième, le troisième. Au total, nous avons 16 observations ou bien 16 points si on va utiliser par la suite la question du graphique. Alors maintenant, on va essayer d'analyser ces données sur un graphique qui nous montre tout simplement le phénomène de la saisonnalité qui touche cet établissement. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons ici le premier trimestre de la première année, ça augmente. Deuxième trimestre, les ventes de chambres augmentent et c'est le pic, ça c'est la haute saison. Et puis ça redescend avec la basse saison. Bien sûr, ce phénomène il est observable également au niveau du tableau sans besoin d'avoir le graphique, comme vous pouvez le voir ici. Donc les ventes de chambres augmentent du premier trimestre, deuxième, et ça atteint le maximum au niveau du troisième trimestre, et puis on redescend vers la basse saison. Et ainsi de suite, c'est la même chose pour la deuxième année, la même chose pour la troisième année et la quatrième année. Alors le tableau que nous avons à doubles entrées tel qu'il est construit ne va pas nous permettre d'appliquer la méthode d'ajustement linéaire. Donc on est obligé d'introduire un certain nombre de modifications et de faire un certain nombre de calculs. Alors d'abord je vais vous montrer comment faire la transformation de ce tableau à doubles entrées à un tableau statistique. Vous pouvez le voir ici. Alors je vais vous demander de vous intéresser uniquement aux deux premières colonnes XI et YI parce que le reste c'est des calculs que je vais vous montrer dans le slide prochain. Alors ce que vous avez comme indiqué comme XI c'est tout simplement les trimestres. Donc vous avez ici le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième et le quatrième et pour chaque année vous avez des ventes réalisées de chambres par exemple. Alors pour le premier trimestre de la première année, l'entreprise a vendu 1201, comme vous pouvez le voir ici. Pour le deuxième trimestre, la valeur, elle est là. La troisième, elle est là. La quatrième, elle est là. Alors au lieu de revenir à nouveau au premier trimestre de la deuxième année, on va appeler ça le cinquième trimestre. Donc le cinquième trimestre, c'est tout simplement le premier trimestre de la deuxième année. Et on continue. Donc par exemple ici, le neuvième trimestre, c'est tout simplement le premier trimestre de la troisième année, comme vous pouvez le voir ici. Ça c'est la troisième année, le premier trimestre. Voilà le neuvième et la valeur qui est en face. Alors pour le reste, c'est-à-dire pour ces calculs-là, je vais vous les montrer dans le slide suivant. Alors maintenant, je vais vous montrer les autres colonnes. Alors vous avez là, pour la troisième colonne, tout simplement le produit de xi fois yi. C'est-à-dire vous allez prendre xi, vous allez la multiplier par la valeur yi. Comme vous pouvez le voir sur la première ligne, ici 1 fois 1201, ça fait 1201.
et vous faites les calculs pour l'ensemble ici jusqu'à la fin. Alors bien sûr, la dernière colonne que vous avez là est une colonne tout simplement du total. Du total. Alors comme vous pouvez le voir pour le xi, vous mettez 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à plus 16. Vous allez retrouver qu'il s'agit ici d'une valeur de 136. La même chose pour yi. Si vous faites le total, vous allez trouver ici 32 002. Alors ça, c'est la colonne, si vous voulez, xi, comment on a fait les calculs. Alors, pour la quatrième colonne, vous avez ici la formule de calcul. C'est tout simplement le xi au carré. Alors, si vous prenez xi ici, 1 au carré, ça fait 1. 2 à la puissance 2, ou bien au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9, et ainsi de suite. Jusqu'à la sixième observation. Alors, pour cette colonne-là, on a mis ici grand xi qui est égal à xi moins x bar. Alors, x bar, c'est tout simplement la moyenne de xi. Alors, pour calculer cette moyenne, c'est très simple. Vous faites la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 16 et vous allez diviser par 16. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, x bar, c'est tout simplement la moyenne. Alors, cette moyenne, elle est calculée de cette façon. Donc, on prend le total de la colonne, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc., jusqu'à 16. Et puis, puisque vous avez 16 observations, vous allez diviser sur 16, un peu comme vous faites lorsque, par exemple, vous voulez calculer votre moyenne, la moyenne de tout simplement scolaire, etc. Vous faites la somme des notes que vous avez dans les matières et vous divisez par le nombre total des matières. C'est exactement ça, mais concernant le xi. Alors, comment on va exploiter cette moyenne x bar? Alors, comme nous l'indique la colonne, il faut tout simplement prendre la valeur xi et diminuer la moyenne x bar. Alors, faisons un petit exemple. Prenons la première ligne. Vous avez ici 1. Donc, 1 moins 8,5, ça fait moins 7,5. Si vous prenez 2, 2 moins 8,5, ça fait moins 6,5. Et vous faites les mêmes calculs pour l'ensemble des valeurs. Alors, cette colonne, grand YI, c'est la même chose, mais vous allez appliquer ça sur la colonne YI, c'est-à-dire sur les ventes. La même chose, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le total des valeurs qui est égal à tout simplement 32 002 et vous allez la diviser sur 16 parce que vous avez 16 observations. Donc le total, elle est là et vous allez tout simplement diviser par le nombre d'observations qui est de 16 et vous allez trouver une valeur de 2000. Alors, vous allez garder cette valeur de 2000 et vous allez appliquer la formule. Donc, vous allez prendre 1201 et vous allez déduire de cette valeur 2000 et vous allez obtenir ici moins 799. Pour la deuxième ligne, vous allez prendre 2391 et vous allez diminuer 2000 et vous allez trouver la valeur correspondante et vous faites la même chose jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière observation, c'est-à-dire la sixième. Alors là, vous avez une colonne qui vous dit c'est le grand xi au carré. Donc le grand xi, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de prendre cette colonne qui est xi et de la mettre au carré. Donc moins 7,5 au carré, ça fait 56,25 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et là, c'est le total des valeurs. La dernière colonne maintenant, c'est le grand xi fois le grand yi. C'est-à-dire tout simplement, il faut faire le produit de cette colonne et cette colonne. Donc vous allez prendre cette valeur fois cette valeur et vous allez trouver la valeur suivante. Et vous faites la même chose jusqu'à la fin et vous faites la somme à la fin pour avoir le total. Alors bien sûr, au niveau de l'examen, je ne vais pas vous demander de faire ces calculs-là. Je vais vous donner déjà les valeurs.
Et je vais vous laisser concentrer uniquement sur la détermination de la droite d'ajustement linéaire, à savoir y est égal à x plus b. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la difficulté de cette méthode consiste à déterminer le a et à déterminer le b. Alors, la formule, ou bien les deux formules que vous avez là, vous montrent comment calculer le a et comment calculer le b. Alors, on commence toujours par le petit a, qui est tout simplement le sigma de xi moins x bar fois yi moins y bar. Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir un petit peu comment on peut obtenir, à partir de ce tableau, cette partie-là, c'est-à-dire au niveau du numérateur. Alors, si vous l'avez bien deviné, xi moins x bar, c'est le grand xi, c'est cette colonne. Et yi moins y bar, c'est cette colonne. Le produit de xi fois yi, il est déjà là. Donc, on parle bien évidemment de la dernière colonne. Mais on parle de sigma. Sigma, ça veut dire la somme. Donc, il faut prendre la somme ici. Donc, pour déterminer le a, je dois prendre tout simplement cette valeur au niveau de numérateur, comme vous pouvez le voir ici. Alors, divisé par sigma de xi moins x bar. Alors, xi moins x bar, c'est ça. Mais il est au carré. Donc, puisqu'il est au carré, on parle de cette colonne-là, l'avant-dernière. Et puisqu'il y a le signe sigma, c'est-à-dire on va s'intéresser à la somme. Et la somme, elle est là. C'est 340. Donc, on met ici 340. Alors, en faisant le rapport entre les deux valeurs, on se retrouve avec 8,12. Donc, on a déterminé le A. Donc, le A de cette série statistique est égal à 8,12. Alors, il nous reste le petit b. Pour le petit b, la valeur, vous l'avez là. Alors, c'est y bar, c'est-à-dire la moyenne que nous avons calculée tout à l'heure, moins a fois x bar, c'est-à-dire fois la moyenne de x bar. Donc, pour trouver le b, il suffit tout simplement de mettre y bar moins a fois x bar. Alors, pour déterminer le petit b, vous avez la formule qui est donnée ici. Donc, b est égal à y bar, c'est-à-dire la moyenne que nous avons calculée ici, moins a fois x bar, c'est-à-dire la moyenne de x bar. Donc, si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement le b qui est égal à 1931. Alors, maintenant, vous avez le a et vous avez le b, donc vous avez tout simplement obtenu votre équation d'ajustement linéaire qui est égale ici à 8,12 fois x plus 1931. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, après avoir effectué l'ensemble de ces calculs, c'est l'exploitation de cette équation pour faire des prévisions. Alors, je vous rappelle que nous sommes au niveau du 16e trimestre, c'est-à-dire au niveau du 4e trimestre de la 4e année. Alors, pour commencer à faire les prévisions, on doit tout simplement nous intéresser à la 5e année. Nous sommes déjà au niveau de la 4e année. Donc, pour commencer à faire les prévisions, on doit commencer à partir de la 5e année. Donc, on va s'intéresser au premier trimestre de la 5e année, du 12e, 3e et 4e. Alors, ces trimestres-là sont, d'une façon, si vous voulez, chronologique, le 17e, le 18e, le 19e et le 20e trimestre. Donc, comment on va faire pour déterminer les quantités de vente prévisionnelles? On va prendre tout simplement la valeur de x et on va la remplacer ici. Et donc, on va tout simplement trouver les valeurs que vous voyez là. Et les valeurs que vous voyez là, c'est l'ensemble des ventes par trimestre pour la 5e année. Après avoir présenté la méthode d'ajustement linéaire, on va maintenant tester sa fiabilité. Ça veut dire, on va tester les résultats obtenus grâce à cette méthode. Alors c'est pourquoi on va reprendre les données du tableau précédent. Alors je vous rappelle que ce tableau représente tout simplement les ventes réalisées par l'entreprise pendant les 4 dernières années, présentées ici par trimestre, comme vous pouvez le voir sur ce tableau.
Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté la cinquième année concernant les prévisions. Parce qu'on a dit qu'on commencera les prévisions à partir de la cinquième année. Et pour cela, on a calculé le X17, ça veut dire le 17e trimestre qui concerne tout simplement le premier trimestre de la cinquième année, X18, X19 et X20. Et on a obtenu les valeurs suivantes que j'ai remises par la suite ici avec le tableau de l'historique. Donc vous avez ici dans cette partie-là grise l'historique et la partie jaune ici concerne les prévisions. Bien sûr, vous pouvez étendre ces prévisions au-delà de la cinquième année et vous pouvez calculer X21, X22, X23 et X24. Ça va représenter la sixième année et ainsi de suite. Alors maintenant, loin des calculs, je vais vous demander de comparer les valeurs obtenues avec les valeurs historiques. Et je vais vous demander de prendre un petit moment pour réfléchir à cette question. Donc essayez de mettre votre vidéo en mode pause et réfléchissez. Alors bien sûr, les valeurs obtenues grâce à la méthode d'ajustement linéaire montrent de grandes différences par rapport aux valeurs historiques. Et donc déjà ici, on remarque que contrairement aux valeurs historiques, on ne voit pas ici la basse et la haute saison. Elle n'est pas visible. D'autant plus, les valeurs obtenues sont très grandes par rapport aux valeurs historiques. Alors, normalement, en utilisant cette droite, le résultat apparaît normal. Pourquoi? Parce que c'est une droite d'évolution qui est positive. A, elle est positive. Et donc, à chaque fois que vous allez augmenter X, Y va augmenter. Et puisque nous avons supposé que la tendance va être toujours celle du passé, donc on va avoir des valeurs qui vont augmenter toujours. Et donc, c'est une limite majeure de la méthode d'ajustement linéaire. Alors, pour dépasser cette limite, il y a une méthode, une deuxième méthode qui complète cette méthode d'ajustement linéaire et qu'on appelle la méthode des coefficients saisonniers. Donc, nous avons ici les principales étapes à suivre pour appliquer la méthode des coefficients saisonniers. Alors, j'aimerais bien souligner au début que cette méthode est liée à la méthode précédente. C'est pourquoi vous avez ici, comme première étape, la nécessité de déterminer la droite des moindres carrés, c'est-à-dire la droite y est égale à x plus b. Par la suite, la deuxième étape consiste à calculer les valeurs de cette série ajustée grâce à l'équation de la droite précédente. La troisième, c'est faire le rapport entre les valeurs réelles et les valeurs ajustées. Et la dernière, c'est calculer pour chaque période le rapport moyen qui sera considéré comme le coefficient saisonnier de la période. Alors, je vais vous demander de noter ces étapes et par la suite, on va les appliquer sur notre exemple. Et chemin faisant, je vais revenir pour vous parler de chaque étape et comme quoi nous l'avons déjà terminé. Alors, étant donné que la première étape A été déjà terminée, y est égal à ax plus b, l'équation elle est là, y est égal à 8,12x plus 1931, on va passer à l'étape B et à l'étape C. Alors, l'étape B, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de calculer les valeurs de cette série grâce à l'équation de la droite précédente. Alors, il s'agit bien évidemment de cette droite. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De calculer les valeurs de cette série. De quelle série parle-t-on? C'est cette série-là, xi. Alors, tout à l'heure, on a appliqué y est égal à 8,12x plus 1931 pour prévoir le futur. Alors maintenant, si on accepte que le futur est une image du passé, le passé également est une image du futur. Et donc, au lieu
de calculer avec la droite Y 17, 18, 19, 20, etc. pour faire des prévisions, on va prendre cette droite et on va recalculer les valeurs passées, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 16. C'est ce qu'on appelle ici calculer les valeurs de cette série ajustées grâce à l'équation de la droite précédente. Et donc on va utiliser cette droite pour remplir cette colonne qui est renseignée ici et qui porte le nom de YI ajusté. Alors je vais vous montrer comment de façon très simple. Il suffit de prendre cette équation et de remplacer tout simplement les valeurs XI ici. Et vous allez commencer par 1, 2, 3, 4 jusqu'à 16. Et à chaque fois, vous allez trouver une valeur et vous allez remplir cette colonne. Alors cette colonne-là est appelée tout simplement YI ajusté. Alors pourquoi on appelle YI ici ajusté? Parce que tout simplement, c'est des valeurs de vente qui sont recalculées grâce à l'équation d'ajustement linéaire. Donc en même temps, vous avez ici les valeurs réelles, les valeurs que l'entreprise a réalisées réellement, et là vous avez tout simplement les valeurs calculées grâce à l'équation de l'ajustement linéaire. Alors, la partie C, ou bien l'étape C, nous dit de faire le rapport entre les valeurs YI réelles, c'est-à-dire cette colonne, observée, et les valeurs YI ajustées, cette colonne. C'est-à-dire tout simplement, on va prendre la colonne YI et on va la diviser par YI ajustée comme j'ai fait ici. Alors déjà, ces valeurs-là, ce sont des valeurs, ou bien c'est ce qu'on appelle les coefficients. Mais ce sont des coefficients qui sont bruts. Ce sont des coefficients non encore arrondis. Alors maintenant, nous allons prendre ce tableau-là que nous avons obtenu. Et donc les coefficients ici, au niveau de la dernière colonne. Et on va transformer ça en un tableau à doubles entrées, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Autrement dit, je suis revenu à la forme initiale et au lieu de travailler avec le tableau statistique, je vais retravailler les valeurs obtenues, mais en les mettant dans un tableau à doubles entrées. Alors, c'est facile de réaliser cette tâche. Vous prenez les 4 premiers coefficients saisonniers, vous allez les mettre pour la première année. Les 4 suivants, ça concerne la deuxième année. Les 4, ou bien les 3 d'après, ça concerne la troisième année. Et les derniers, ça concerne la quatrième année. Alors maintenant, on va analyser en termes de trimestre. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons pour chaque trimestre, nous avons 4 coefficients. Et donc, quel est le coefficient qui va représenter le premier trimestre parmi ces 4? La même chose pour le deuxième trimestre, la même chose pour le troisième et le quatrième. Donc on a besoin d'un seul coefficient qui va représenter tout le trimestre. Alors je vais vous demander également de prendre un petit moment pour réfléchir à une solution. Alors si vous l'avez bien deviné, il s'agit tout simplement de prendre la moyenne. Donc au lieu d'exclure ou bien de choisir un au hasard, il vaut mieux de calculer la moyenne de ces 4 valeurs afin de trouver une seule valeur. Et donc cette dernière étape qui consiste à calculer un coefficient par trimestre est désignée ici sur le tableau par cette ligne que nous avons appelée coefficient saisonnier brut. Donc toujours on prend 4 chiffres après la virgule. Et comme vous pouvez le remarquer, sur la dernière ligne qui nous intéresse, on a tout simplement arrondi les coefficients. Donc on a arrondi au deuxième chiffre après la virgule et nous avons obtenu ce que nous avons appelé, ou bien ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Alors avec cette dernière démarche, on a terminé l'étape D qui consiste à calculer pour chaque période le rapport moyen qui sera considéré comme le coefficient saisonnier de la période. Alors maintenant,
comment on va appliquer cette méthode? Alors le principe, il est très simple. D'abord, vous calculez les valeurs obtenues grâce à la droite d'ajustement. C'est des valeurs que nous avons obtenues tout à l'heure. Et vous multipliez le résultat par le coefficient. Y17, je sais que c'est le premier trimestre de la cinquième année. Donc je vais multiplier par ce coefficient saisonnier. Y18, c'est le deuxième, donc je multiplie par 1,22. Y19, c'est le troisième trimestre, donc le coefficient correspondant, c'est 1,58. Et Y20, c'est 0,5 en termes de coefficient. Et donc je prends les résultats que j'ai obtenus grâce à la droite d'ajustement linéaire tout à l'heure et je multiplie le résultat par les coefficients correspondants. Et j'obtiens de nouvelles valeurs. Alors ces résultats, c'est tout simplement mes nouvelles prévisions. Des prévisions de vente de chambre pour la cinquième année. Bien sûr, vous pouvez calculer Y21, 22, 23, 24 pour la sixième année. Et bien sûr, vous allez multiplier par les coefficients correspondants de cette façon. Alors maintenant, comme nous l'avons fait avec la méthode d'ajustement linéaire, on va voir la fiabilité de cette méthode. Alors, j'ai mis ici dans la dernière ligne le résultat de la méthode des coefficients saisonniers. Alors maintenant, essayez de comparer avec l'historique. Vous allez remarquer que ça augmente, ça c'est la haute saison, idem pour l'historique, et puis ça redescend. Et donc, conclusion, on peut dire que cette méthode, elle est fiable, elle est plus fiable pour les entreprises qui vivent ou bien qui connaissent des moments ou bien des périodes de saisonnalité dans leur activité.